tous, bienvenue dans cette 5e édition du Congrès IForum Belgique, édition 2020 un peu particulière, doublement particulière, puisqu'elle a lieu en ligne, en pleine crise sanitaire mondiale. Et donc, c'est une édition effectivement pour la première fois aussi en ligne pour le congrès. Et je suis très heureuse de vous retrouver tout le monde dans la salle de conférence. Vous n'hésitez pas à répondre aux différents questionnaires et sondages qui vont jalonner toute cette après-midi, puisque votre avis nous importe et puis qu'il nous semble important de pouvoir partager avec vous les questions, les réflexions que vous allez avoir tout au long de cet après-midi. Dieu sait si ça va fuser dans tous les recoins de cette salle. Aussi vous dire que pour cette édition du congrès, on va pouvoir partager sur des retours et expériences d'experts, mais aussi évidemment d'entrepreneurs dans cette année un petit peu singulière. On parlera beaucoup forcément de la crise, du confinement, de l'après-confinement, de la relance, de la reprise, de la reconstruction. En tant que directrice d'une agence de content marketing digital, j'ai vécu moi-même avec mon équipe de très près les secousses du confinement et du déconfinement. Tout s'est passé un peu à l'agence chez nous, comme si nous avions dû transformer notre cadre de travail en une salle d'urgence, à produire de la communication de crise, à déployer des nouvelles pages produits, des nouvelles pages d'aperçus, des nouvelles pages catégories, de nouveaux sites de vente en ligne également, aider nos clients parfois à développer très rapidement de nouvelles offres, de nouveaux services. Tout s'est passé vite, très 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 vite, et nous voilà aujourd'hui à reprendre le fil du business, entre savoir comment parler de cette phase, je disais, reprise, relance, reconstruction. Pour ma part, je suis très positive en général, très optimiste même, et donc je propose d'observer les choses aujourd'hui du bon versant. Celui du bond en avant que la Covid aura entraîné, celui aussi d'un bond en avant en termes de maturité, d'agilité, de moyens, de solidarité, énormément également. Je pense que, alors apparemment il y a des problèmes de son, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? 1, 2, 1, 2. Le son est bon, me dit-il, parfait, magnifique, très bien. Super, merci. Donc, je disais, voyons-le du bon versant, cet épisode Covid qui n'est d'ailleurs pas terminé, celui d'un bond en avant en termes de maturité, en termes d'agilité, d'une énorme solidarité, je disais, des clients, de vos clients à vous, e-commerçants, de vos collaborateurs également. Je pense que, voilà, optons pour un ton optimiste. Et puis, puisqu'on parle d'optimisme, je vous propose un premier petit jeu pour nous échauffer dans cet après-midi. Alors, j'aurais une question, première question. Qu'y a-t-il, à votre avis, de commun entre le moelleux au chocolat des tartes Françoises et les cierges de la ciergerie de Lourdes, à votre avis? Quel point commun entre le moelleux au chocolat de la tarte de Françoise et les cierges de la ciergerie de Lourdes? Le local, me dit Guillaume, le local coule trop vite. La vente en ligne, bien sûr, la vente en ligne. Tous deux se vendent en ligne, effectivement. Deuxième question, qu'y a-t-il de différent entre le moelleux au chocolat et le cierge, sinon que l'un se mange et pas l'autre? Et ne me dites pas qu'il coule trop vite. La livraison, sans doute, effectivement. Mais le secret vient de la fabrication. Depuis quelque temps, depuis le confinement, vous pouvez, en tant que client des tartes de Françoise, préparer vous-même le moelleux au chocolat parce que les tartes de Françoise ont partagé la recette de fabrication du moelleux, ce que la ciergerie de Lourdes n'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que la ciergerie de Lourdes n'a malheureusement pas encore eu le temps de penser à augmenter l'expérience client en ligne. Il faut dire qu'elle s'y met seulement doucement à l'e-commerce. Elle a amorcé cela au début de cette année, acculée par la chute vertigineuse de son chiffre d'affaires suite à la crise sanitaire, moins 70%
70% effectivement, moins 70% de vente de chiffre d'affaires. Alors que les tartes françoises, elles ont lancé leur premier site e-commerce en 2003. Et donc aujourd'hui, effectivement, elles ont largement l'occasion, l'agilité, le recul, d'oser peut-être être un peu plus frondeur, d'oser de nouvelles expériences, d'oser plus d'agilité, d'oser plus aussi de risques, parce que partager la recette de sa tarte ou de ses tartes en ligne, c'est peut-être de se dire, à partir de ça, ils ne viendront plus acheter si nous, ça n'a pas du tout été le cas, bien évidemment. Bref, pas de miracle à Lourdes cette année. L'économie locale a été paralysée au même titre que toutes les régions touristiques du monde. Baisse de fréquentation, chômage partiel, chute des demandes de cierges, c'est ça qui a accéléré évidemment la marche vers l'e-commerce, déjà entamée, je vous le disais, par la ciergerie lourdaise en début de cette année. Et puis, comme l'a exprimé la responsable commerciale de l'entreprise, la ciergerie de Lourdes, pour la première fois de son histoire, ce n'est pas le pèlerin qui va venir à Lourdes, mais c'est Lourdes qui vient au pèlerin. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que nous allons avoir et ce que nous avons vécu tous, les e-commerçants, c'est que nous ne devions plus attendre que le client vienne à nous, nous devions aller au client et nous continuons d'aller effectivement au client. Revenons du coup un petit peu sur les grands axiomes de cette crise sanitaire, si vous le voulez bien. Premier axiome, évidemment, le confinement. C'est le confinement de masse qui a représenté le défi majeur. Ce n'est pas l'épidémie en tant que telle, parce que l'épidémie, nous l'avions déjà vécue dans notre histoire. L'épidémie, elle est déjà bien ancrée. Par contre, avec le confinement, nous sommes passés d'une consommation perpétuelle à un arrêt sur image, une suspension radicale de notre espace-temps. Avec le confinement, une majorité de la population était coupée de son monde, des représentations sociales, privées, professionnelles, et il lui a fallu du temps pour adapter ses repères et ses routines sur le plan privé et professionnel, et donc cela vaut pour les acheteurs, mais également pour les vendeurs. On le verra, il a fallu le temps de comprendre, le temps de maîtriser la situation, le temps d'une mise en place d'urgence. Et c'est bien sûr de cela aussi que nous allons parler aujourd'hui. Après le confinement, il y a eu le changement. Le changement qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas l'ami de l'homo cyberneticus. Précisément, cet être que nous sommes, soi-disant augmenté, nous sommes devenus, avec l'essor technologique de ces dernières décennies, très fort diminués quand la crise fut venue. Et donc, dès lors, il a fallu prendre dans nos ressources pour essayer de comprendre et maîtriser la situation. Et il y a eu la surinformation. Une surinformation, un bruit des médias qui ont eu tendance, d'ailleurs ça persiste encore à certains moments, n'est-ce pas, à brouiller les ondes et la capacité précisément à adopter de nouveaux repères. Fallait-il communiquer? Ne fallait-il pas communiquer? Quelle est la parole légitime? Quelle prise de parole devons-nous prendre en tant qu'e-commerçants? Doit-on afficher sur notre page d'accueil que nous fermons, que nous avons repris, que les conditions de livraison ne sont plus les mêmes, que les prix ont augmenté, que le stock a diminué? Toute cette question de communication, nous y reviendrons également. Aucune entreprise, aucun annonceur n'avait prévu un chapitre campagne Covid-19 dans son plan marketing de 2020. Aucun responsable marketing n'atteindra les objectifs marketing qu'il avait prévus en 2020. Il atteindra d'autres objectifs, il en atteindra certainement, mais pas cela. Cela aussi, ça a changé. La crise sanitaire a eu des revers, mais aussi souvent des bénéfices secondaires, on le verra. On le voit aussi 6 mois plus tard que le mode business as usual n'est toujours pas réintégré, pas dans la majorité des cas. Dans certains secteurs même, comme la restauration, on ne cesse d'avancer puis de reculer. Regardez la situation en France avec le fameux carnet de rappel, cahier de rappel qui maintenant est exigé des restaurateurs. Et puis, du coup, il y a l'attente. L'attente qui n'est pas de mise, il a fallu réagir, il faut encore réagir. On attend effectivement une sorte de renouveau du re-business as usual. Adviendra-t-il ce re-business as usual? Il a fallu trouver des contre-voies, changer de paradigme. Peut-être que ces nouveaux paradigmes seront du coup plus ancrés dans l'avenir. C'est les questions que nous poserons également quand on a dû changer le logiciel habituel. Comment est-ce qu'on reprogramme ces stratégies? On y reviendra. Du coup, c'est la question des enjeux. Les enjeux, vos clients, en B2B comme en B2C, ce sont eux qui dépendent de vous et non l'inverse. En se disant ça, en se donnant cet axiome-là, on peut se dire que de nombreuses entreprises pendant la crise qui ne pouvaient pas assurer la continuité de leur business as usual ont trouvé des ressorts en se disant que leurs clients
dépendait d'eux et qu'il fallait trouver le moyen du coup de rester en contact, de garder la relation avec ses clients, avec de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'il fallait supprimer, remplacer en partie de son activité? Pourquoi remplacer une partie de son activité? Pourquoi pas? Et puis aussi peut-être développer une partie de son activité. J'évoquais tout à l'heure le cas des recettes de moelleux des tartes françoises. Nous reviendrons plus tard sur ce modèle où on verra effectivement que l'entreprise a développé de nouveaux modèles, de nouveaux projets en pleine crise. Ensuite, on s'est rendu compte, puisqu'il fallait se poser des questions, il fallait rester en relation avec le client, il fallait garder la communication, oui, heureux qui communique, en sourdine, à bas bruit, c'est évident, c'est impératif, a été légion, ne pas perdre fil avec ses clients, ne pas fermer totalement les portes, communiquer, et c'est peut-être ça aussi un des grands changements que la Covid aura initié, c'est à la fois d'investir sur l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des clients existants, et donc ce qu'on appelle l'attribution marketing. Parce que un des risques de l'activité paranormale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui serait peut-être de trop se concentrer sur l'acquisition de clients au détriment de la fidélisation. Et donc, il va falloir aujourd'hui à la fois inciter les clients à renouveler leurs achats, transformer ces clients en ambassadeurs, tout en continuant à acquérir de nouveaux clients. Pourquoi? Parce que la concurrence pour attirer l'attention des clients en cette période difficile n'a jamais été aussi acharnée. J'évoquais un changement de logiciel. C'est vrai que pour une grande partie des entreprises, ce changement de logiciel, il est déjà consommé. La reprise est déjà là. Ils ont perdu assez de temps à attendre, à balbutier. Et donc, ils veulent maintenant rattraper le temps perdu, bien sûr. Mais 2020 marque un début turbulent peut-être d'une nouvelle décennie, mais je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, le début d'un nouvel avenir pour le marketing, pour la logistique, pour la vente en ligne en général. Je vous avais dit qu'on serait optimiste cet après-midi, qu'on verrait la partie du verre à moitié remplie et pas la partie vide. En croissance annuelle, plus de 10% de croissance pour l'e-commerce ces 10 dernières années et une croissance encore plus figurante ces derniers mois, c'est de cela aussi dont il sera question. On verra cependant que l'e-commerce, ça n'est pas la panacée. Damien Jacob nous préviendra d'ailleurs sur les 7 mythes de cet e-commerce. On verra effectivement que donc il n'y est pas du tout question de faire de ce congrès un forum économique ou de vous inciter à croire au miracle, il n'en est pas question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les consommateurs, eux, ils ont changé leurs habitudes et ce faisant, ils mettent les entreprises à l'épreuve. Tous les experts et entrepreneurs que vous entendrez aujourd'hui ici entendent eux-mêmes, les entreprises ne sont performantes que lorsqu'elles offrent une expérience client sans faille. Olivier Sauvage nous en parlera plus en détail de l'expérience client, lui qui vous dira peut-être que l'ergonomie c'est un domaine compliqué, lui aussi pour qui le principe c'est la rassurance, le principal c'est la rassurance, même dans une ergonomie peu fluide. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais, la manière dont je voulais introduire tous les concepts, les sujets qu'on va voir ensemble, tout, vous allez voir, je vous le disais, ça va fuser. J'ai assez parlé pour le moment, je voudrais qu'on passe au vif dans le concret, avec tout d'abord ce retour d'expérience d'une jeune commerçante namuroise que nous propose ici Digital Wallonia en vidéo, que vous allez voir dans 2-3 secondes. En ouvrant un magasin de chaussures pour enfants, Charlotte s'est mise à animer régulièrement les comptes Facebook et Instagram de sa boutique et cette activité a décuplé ses ventes et a abouti au lancement d'un e-shop. Ce dernier représente 20% de ses ventes en 3 mois d'existence. C'était à l'instant T où notre Charlotte faisait son interview pour Digital Wallonia. Je vous propose de voir cette intervention ou ce témoignage et ensuite nous nous retrouverons pour l'allocution de Willy Boursu. Merci. J'ai eu une petite fille et là j'ai eu le souci que je ne trouvais pas spécialement les chaussures que je voulais, pas à mon goût. En plus je suis quelqu'un qui fait bien les choses, donc je voulais moi avant même d'aller la chausser savoir comment chausser bien un enfant. J'ai pris contact avec des podologues et j'ai lu énormément de bouquins et je me suis renseignée là-dessus. Ma boutique n'est pas simplement choisir un modèle et choisir les pointures, c'est choisir un modèle et ensuite le personnaliser.
J'ai commencé par m'annoncer d'abord sur Facebook, annoncer un événement en disant que la boutique allait ouvrir dans X mois. J'ai vu que déjà il y avait une bonne communauté. À force de poster, d'être très interactif sur les réseaux, la communauté s'agrandit. Je fais les photos pour mettre sur le site et ensuite je fais les photos pour les réseaux sociaux. Donc j'essaie de mettre en scène, il y a un peu de soleil, je sors ou quoi. Et j'essaie de faire attention à tout en fait. Quand poster, les bonnes heures, le bon moment. Donc s'il pleut, je vais plutôt mettre des photos de mes bottes en caoutchouc. Et s'il y a un grand soleil comme aujourd'hui, je vais plutôt, peut-être pas mettre une sandale en février, mais une basket basse ou autre. Et alors j'ai l'avantage d'avoir ma fille qui pose. Qui adore ça. Et du coup, je lui mets les chaussures et je la fais poser avec. Et en plus, je pense que les gens s'attachent un peu au personnage. Et du coup, je pense qu'ils aiment bien aussi voir ce que ça donne porté. Quand j'encode sur le site, j'encode mon stock. Et donc, je sais sur mon iPad ou mon ordinateur ou mon téléphone ce que j'ai exactement comme stock. Donc, le stock physique en boutique est le même que sur l'e-shop. C'est vraiment ma troisième vitrine et je crois que c'est la plus importante. Voilà, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est de voir aussi que ce témoignage nous vient avant le Covid, mais il souligne sans doute une chose sur laquelle on reviendra, il reviendra encore beaucoup cet après-midi, c'est évidemment le concept du phygital. Le physique et le digital, nous aurons bien l'occasion d'en parler.